Bonjour à tous. Oula, un peu trop près. J'espère qu'on m'entend bien. Nickel. Bonjour à tous pour votre présence. Et aujourd'hui, je vais vous présenter CrowdSec. Donc, c'est un outil de cybersécurité. Et ici, plus précisément, je vais vous montrer comment créer une sécurité sur mesure. Donc, une application qui n'est pas couverte par un module ou un logiciel de sécurité. Comment on va le protéger. Donc, je m'appelle Stin Kilian, je suis un apprenti ingénieur DevSecOps chez Aide à l'Info et aussi créateur de contenu sur mon temps libre. Et étant en apprentissage, je fais mes études à CESI, donc je suis en Malci, donc la section développement en master. Petit sommaire du coup de ce qu'on va voir. En premier, donc l'importance d'un outil cyber sera une petite diapo avec quelques chiffres. Ensuite, présentation de CrowdSec de la solution en elle-même, comment on va faire notre sécurité sur mesure, et je vous ai prévu pour la fin une petite vidéo démo justement pour voir ce module en action. Donc quelques chiffres qui ressortent d'un rapport d'IBM de 2022. On peut voir donc les quatre secteurs où les attaquants entrent et qui peuvent exploiter ensuite notre infrastructure. Donc en premier, on va voir la partie utilisateur, donc avec le phishing, l'ingénierie sociale ou les vulnérabilités comme on l'a vu côté client. Ensuite, il va y avoir donc en physique les clés USB ou alors l'usurpation sur le réseau local. Les ondes radio, donc là, ça va être tout ce qui est borne Wi-Fi ou alors les lecteurs de badge. Et CrowdSec s'est intéressé donc à 53% des intrusions qui proviennent du périmètre Internet. Donc là, ça va être tout ce qui va être exposé et au final, ça peut tout simplement être votre firewall qui est connecté à Internet. Et donc là, les deux plus grosses parties, c'est l'exploitation de vulnérabilités et les credentials, donc soit des identifiants qui ont été sur un autre site et qui a été piraté, ou alors du brute force pour découvrir ces identifiants. CrowdSec en quelques mots, donc c'est une startup qui est française, qui a été fondée il y a quelques années. C'est une solution complètement open source, donc le code est disponible sur GitHub si on veut voir que fait le moteur, mais aussi s'intéresser aux modules et si on veut les personnaliser. Mais vous allez voir que pour créer notre sécurité, on ne va pas aller jusque-là, ce sera beaucoup plus simple. C'est une sécurité collaborative, donc là c'est vraiment, ou communautaire comme vous le voulez. C'est vraiment là la force de CrowdSec. Un peu plus loin, vous allez voir, je vais le comparer à Waze. C'est un peu la même chose. En fait, dès que on aura identifié une IP qui fait du brute force SSH ou d'autres types d'attaques, on va pouvoir le partager et tous les autres utilisateurs qui utilisent CrowdSec recevront l'information et pourront savoir que cette IP est malveillante. Il y a donc, comme c'est une sécurité collaborative, il vaut mieux avoir une bonne base d'utilisateurs. Là, comme le produit, ça fait quelques années qu'il existe, il y a 70 000 utilisateurs qui sont actifs et dans 190 pays environ. Et c'est un partage quotidien donc, de 12 millions de signaux sur les IP agressifs. Donc tous les jours, il y a 12 millions de signaux qui recensent les IP agressives. CrowdSec qui va pouvoir nous protéger contre plusieurs types d'attaques. De base, c'est un IPS, donc Intrusion Prevention System, qui va en fait tout simplement détecter quand il y a une activité malveillante et le bloquer. Il y a un mode WAF, donc Web Application Firewall, qui est disponible, mais elle n'est pas activée par défaut. Mais le mode IPS va déjà nous couvrir de pas mal de chemins d'attaque. Donc en premier, on va voir tout ce qui est scan, donc les scans web, le scan de port. L'exploitation de vulnérabilité, donc tout ce qui va être CVE, SQL injection, les failles XSS. Il va nous protéger contre les botnets, contre tout ce qui va être attaque DDoS, donc tous les PC zombies qui vont envoyer des requêtes à vos serveurs. La partie ransomware aussi, donc il va pouvoir bloquer tout simplement le processus en fait du ransomware. L'identifiant, donc comme je vous l'ai dit, va pouvoir bloquer le brute force et aussi nous protéger du scrapping des bots. Il y a encore d'autres fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, avec le mode WAF, mais ce qui peut être intéressant, c'est le mode replay. Donc là, si vous êtes en mode forensique, que vous avez eu par exemple une attaque ransomware, mais que vous avez tous vos logs, vous allez pouvoir les donner à CrowdSec et voir par où les attaquants sont passés et qu'est-ce qu'ils ont exploité comme vulnérabilité. Comment ça fonctionne CrowdSec? Donc en premier, on va avoir l'acquisition de logs. Donc elle va pouvoir se faire de différentes manières, soit par des solutions de logging directement, ou alors récupérer vos fichiers. Il y a pratiquement tout qui est pris en charge.
Vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer tout type de log, même s'ils sont déstructurés, on va pouvoir récupérer les informations. Ensuite, il va y avoir la partie détection. Donc là, justement, dans le log, on va pouvoir détecter si c'est du DDoS, du scan, du brute force, etc. Là, ensuite, on va avoir la partie remédiation. Donc, on ne va pas exposer notre CrowdSec. On va greffer un peu un sorte de plugin. Donc, par exemple, si vous avez un firewall à pfSense, vous allez pouvoir installer un plugin CrowdSec sur pfSense et qui va communiquer avec votre agent local pour bloquer les IP et échanger, justement. C'est la même chose si vous avez un WordPress, etc. Il existe tout un tas de plugins. Et vous aurez plusieurs types de blocage. Donc, soit vous faites un ban directement, ou alors vous pouvez faire, si vous avez une grosse base d'utilisateurs et que vous avez votre appli en production, vous pouvez tout simplement faire du CAPTCHA et les utilisateurs devront résoudre ce CAPTCHA pour être des bans. Enfin, donc la sécurité collaborative, donc là le partage. Les IP donc, qui sont à l'origine d'un mauvais comportement, ils vont être partagés à l'API centrale de CrowdSec. Donc c'est une API qui s'héberge eux et qui va ensuite partager justement les signaux malveillants. Donc les comportements qui nous agressent, qui ont été détectés, ils vont passer dans la remédiation et donc ils vont être bannis. Et ensuite, il va y avoir la partie partage. Et là, CrowdSec a un peu un algorithme de réseau, un algorithme qui va permettre de donner une réputation aux IP. Par exemple, si une adresse IP en une journée, elle a fait une centaine de tentatives de brute force, et elle aura une moins bonne notation que forcément une IP qui n'a rien fait. Et donc là, le processus est totalement automatisé. Comment ça marche donc pour de la détection locale jusqu'au partage? Comme je vous l'ai dit, on va avoir notre agent local qui va avoir ses logs. Ces logs, donc une fois que le comportement malveillant a été détecté, il va être transmis au composant de remédiation, donc l'IP qui lui va le bloquer. Et juste après, on va partager le signal à CrowdSec qui là lui va pouvoir créer une blocklist justement où il va recenser toutes les IP. La blocklist communautaire, elle n'a aucun faux positif parce que justement, elle est basée sur la réputation et sur le partage des 70 000 utilisateurs. Pour nous aider à manager notre agent, CrowdSec propose une console donc, qui est hébergée chez eux où on peut interconnecter notre agent et on va pouvoir le manager, ajouter des blocklists ou tout simplement voir des rapports, donc quel type d'attaque on a subi, à quelle heure, d'où vient l'attaque, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, on va générer des blocklists. Il va y avoir plusieurs blocklists. Donc, comme l'algorithme de réseau va pouvoir trier les types de logs, les requêtes, etc. Ils vont pouvoir, par exemple, identifier si les IP viennent d'un proxy gratuit, donc que les attaquants utilisent par exemple pour faire du scrapping. Mais aussi, donc, si c'est des logs de WordPress, il sait le reconnaître. Et donc là, il va pouvoir créer des blocklists d'IP qui attaquent justement que des sites WordPress. Ces blocklists, donc au final, ils sont générés par la communauté. Mais CrowdSec s'est rendu compte quand même qu'il y avait un problème. Donc si vous avez déjà un IPS ou un EDR en place, enfin tout autre logiciel qui vous protège, on ne peut pas remplacer du jour au lendemain tout notre parc par CrowdSec. Donc ils ont décidé pour les personnes qui ont par exemple sur leur firewall, ils vont pouvoir acheter les blocklists et profiter du travail de la communauté pour justement bloquer ces IP. Sans devoir installer CrowdSec, vous allez directement intégrer la blocklist à votre pare-feu. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien faire la comparaison avec CrowdSec et le Waze, parce que au final c'est à peu près la même chose. Je pense que tout le monde connaît Waze, on partage s'il y a eu un accident, s'il y a un bouchon, etc. Là au final c'est la même chose, on va partager que l'attaquant a fait tel type d'attaque. Donc actuellement, c'est plus de 250 000 serveurs qui sont protégés dans 190 pays. Et donc tous ces partages, ils permettent à CrowdSec, avec leur algorithme, de filtrer en temps réel tous les logs et aussi de créer une blocklist qui va être partagée. Et donc il existe la liste de blocage communautaire. Donc celle-là, elle est par défaut. Quand vous installez CrowdSec, vous l'aurez par défaut. Et elle bloque environ 92% des adresses IP dangereuses. Donc à partir du moment où vous installez CrowdSec, vous avez 92% des IP qui ont été recensées qui seront bloquées avant qu'elle atteigne vos serveurs. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais pour les JO, CrowdSec a partagé
la blocklist la plus fournie gratuitement à mettre sur les firewalls justement pour se protéger. Donc maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, donc comment créer son module de sécurité. Là, on va s'intéresser à 2 modules, donc le parseur et le scénario. Le parseur, ça va nous permettre de lire les logs, et le scénario, comme son nom l'indique, ça va tout simplement de dire que le log là, par exemple, si il est recensé, on bloque l'IP. Donc l'ajout de module en local, il sera très simple, mais comme on est sur une solution communautaire, autant pousser le vice jusqu'au bout. On peut partager nos modules sur GitHub. Nous, par exemple, chez Adainfo, on en a déjà ajouté 2 sur le module, sur le hub de CrowdSec que tout le monde peut retrouver et installer. Et pour créer donc ces parseurs et ces scénarios, il y a la documentation de l'éditeur qui est assez fournie. Donc la documentation de l'éditeur qui est assez fournie, mais aussi des blog posts de la communauté pour faciliter la compréhension s'il y a certains détails qui sont pas très bien expliqués ou pas très compréhensibles. Donc les parseurs, ça va être un fichier de configuration en format YAML, ce qui va assurer quand on fait, on va dire, du DevOps, qu'on a l'habitude avec cette technologie, c'est assez simple, on va dire, pour nous. Et donc là, ça va permettre une lisibilité et des modifications assez simples à faire. On va utiliser un pattern Grok. Donc là, c'est tout simplement une suite d'expressions qui va nous permettre d'extraire les informations facilement. La spécialité de Grok, c'est justement de pouvoir ressortir les informations de logs qui sont déstructurés. Que forcément, il n'y a pas toutes les applications qui ont les mêmes logs. Et en utilisant ce pattern, on va pouvoir couvrir pratiquement tout type. Ensuite, il va y avoir l'ajout d'informations. Donc, une fois qu'on a extrait nos données, par exemple, une fois qu'on a l'IP source de l'attaquant, on va pouvoir appeler l'API GeoIP. Donc là, encore une fois, c'est automatique, qui va pouvoir donner des informations comme l'IP, elle vient de quel fournisseur Internet, quelle est sa localisation, etc. D'ailleurs, ces post-traitements sont assez importants parce que CrowdSec en a fait un blog. Ils ont fait un scénario qui s'appelle le voyage impossible où une IP qui se connectait en France et 1 heure après à Singapour, donc qui n'était pas possible. Et dans ce scénario, du coup, c'est bloqué parce que le voyage n'était pas possible. Préparation des données pour le scénario. Donc, une fois que le parseur aura extrait toutes les infos de nos logs, il va les étiqueter pour le scénario. Ensuite, le scénario, donc là, on reste sur un format YAML, donc on garde de la cohérence. On va pouvoir récupérer donc nos logs qui ont été labellisés par le parseur et une fois qu'on a récupéré ces logs, on va les regrouper donc par label aussi, là par filtre. Là par exemple, dans cet exemple, je vais les regrouper par IP source. On pourrait très bien faire par temps ou alors par exemple dès qu'il y a une exécution de ce log qui est fait, on peut y remédier. Et donc on va produire des alertes une fois que les limites sont atteintes. Donc là vous allez pouvoir les définir aussi. Alors, j'en vois certains qui vont avoir un peu mal aux yeux, mais donc là j'ai pris l'exemple de CouchDB. Donc c'est tout simplement une application de base de données qui n'est pas couverte par les modules de sécurité qu'on utilisait nous en interne. Et vous pourrez très bien prendre tout autre type d'application, du GLPI ou alors une application que vous avez développée chez vous. Le but c'est juste d'avoir vos logs. Et là donc la partie importante ça va être l'heure, donc ce qui va permettre à CrowdSec d'avoir une notion de temps. Là on va récupérer 1, 2, 3, 4, donc ça va être l'IP de l'attaquant. Et ensuite, là, ce qui va nous intéresser ici, ça sera l'erreur 401, donc que la personne n'est pas autorisée à accéder à la ressource. Donc là, c'est un exemple de parseur. Donc, comme vous le voyez, c'est un fichier YAML et je l'ai découpé en 2 parties. Donc, la première partie, ça va être la première étape. Pour faire simple, il va filtrer, donc il va s'appliquer juste sur les logs de CouchDB. Donc ça évite que le parseur, par exemple, celui-là ne va pas s'appliquer sur du type SSH. Ça ferait de la perte de performance pour rien. On va utiliser donc le pattern Grok qu'on verra un peu plus tard, comme je vous l'ai dit, pour extraire les données. Et une fois qu'on a extrait ces données, on va pouvoir mettre des méta. Donc là, ça va être des étiquettes qui seront réutilisées par la suite.
Et donc, on peut même définir des valeurs nous-mêmes. Par exemple, là, vous voyez que je nomme une méta stage log et que je lui mets la valeur root down. Donc, c'est juste, si ce pattern s'applique, il va pouvoir mettre cette valeur et ensuite passer à la deuxième étape. La deuxième étape, on la verra un peu plus après. Donc, le pattern grok, même si vous ne le connaissez pas, CrowdSec vous guide. Vous pouvez aller sur le play, ce qui est accessible, il y a le playground de CrowdSec, donc là où on va pouvoir tester notre pattern, en plus de la documentation grok qui nous explique comment récupérer les informations. On va pouvoir tester notre pattern, mettre notre ligne de log et ensuite voir qu'est-ce qui est ressorti. Donc là, si je vous prends un exemple, vous voyez que de type number, j'ai extrait avec la valeur HTTP statut code. Donc là, ça va tout simplement, il va regarder que c'est bien des chiffres. Si c'est des lettres, ça passera pas. Et il va lui mettre l'étiquette que c'est un code HTTP statut code. Une fois qu'on a mis notre ligne de log et qu'on a testé, donc là, on va avoir un petit tableau juste en dessous qui va nous dire exactement qu'est-ce qui est ressorti. Et là, comme vous voyez, HTTP statut code, j'ai bien mon erreur 401 qui est ressortie. Et on va pouvoir faire ça pour toutes les valeurs que vous voulez extraire. Une fois qu'on a extrait nos valeurs, donc là, c'est la deuxième partie de notre scénario. Donc là, elle va s'appliquer que si on a l'étiquette root down. Donc si notre pattern s'est appliqué à notre ligne de log, c'est OK. Il a extrait les informations et donc il passe à la deuxième étape de notre parseur. À cette deuxième étape, il va juste avoir deux filtres. Donc, si c'est un statut code 401 au niveau de HTTP ou 404. Si c'est un 401, là, il va remettre une étiquette, donc log type, avec la valeur brute force enum couchdb. Donc là, c'est tout simplement pour nous dire que c'est un brute force. Et l'erreur 404, donc là, on lui met toujours la même étiquette, donc log type, avec la valeur crawl couchdb. Donc là, le crawl, donc c'est tout simplement si quelqu'un essaye après votre slash de faire slash db1, slash db2, etc. pour découvrir les bases de données qu'il existe. C'est à peu près la même chose sur le web. Donc maintenant qu'on a notre parseur qui a extrait toutes les données, on va pouvoir faire notre scénario. Donc là, il va avoir plusieurs types. Là, j'ai pris type liquide, donc c'est un saut. Mais il existe donc le type trigger. Là, c'est dès qu'il va avoir l'événement qui va être exécuté, on va passer dans ce scénario. Et là, pour bien illustrer donc le type liquide, il faut vraiment l'imaginer comme un seau où on va mettre du sable, sauf que lui du sable, ça va être nos logs. Et là, il va juste mettre donc les logs type brute force enum couchdb. Il va avoir une capacité de 5, donc ça veut dire qu'il va avoir 5 logs maximum, et au bout du 6e, le scénario va se déclencher. Il y a la partie leak speed 10 secondes, donc ça veut dire que toutes les 10 secondes, il va laisser s'échapper le dernier log, donc le dernier log va sortir du saut. Parce que si on ne met pas de leak speed et que votre utilisateur se trompe 6 fois sur une journée, au final il sera banni. Alors que c'est pas un robot, c'est tout simplement un utilisateur sur une journée qui s'est trompé de mot de passe. Et donc là, par group by, donc source type, donc là on va avoir un saut par source IP. Donc ça évite de mélanger, par exemple, s'il y a deux utilisateurs avec des IP différentes qui se trompent de mot de passe, ils ne vont pas atterrir dans le même saut. Donc ça évitera de le remplir pour rien. Et quand vous êtes en phase de développement, vous allez pouvoir mettre plusieurs labels, même en production. Et le plus important, ça va être la confiance. Donc là, c'est la confiance en votre saut, donc de 1 à 3. Par exemple, quand vous êtes en début de développement, vous allez mettre 1, surtout si vous le partagez à la communauté, pour dire, bon, mon scénario là, je l'ai développé, mais je ne suis pas encore sûr qu'il y a des faux positifs. Et enfin, remédiation en true. Donc là, ça va tout simplement dire au scénario de oui, tu peux bannir l'IP ou faire le captcha en fonction de comment vous avez configuré votre plugin. Vous pouvez mettre en false, surtout quand vous êtes en phase de développement et que vous voulez tester un peu votre scénario, quelle alerte il va détecter. Maintenant qu'on a fait notre parseur, notre scénario, on a presque tout ce qu'il faut. Faut juste demander à CrowdSec de surveiller nos logs. Donc là, dans la configuration, c'est assez simple. Il y a un fichier aki.yaml qu'on va pouvoir lui donner soit directement des types d'applications où il va récupérer les logs, soit
on va lui dire que c'est un file name et là lui donner le chemin de notre fichier de log. Et juste ici, donc on va lui mettre le label, le type, CouchDB. Et comme on l'a vu sur le parseur, la première ligne, c'était qui s'appliquait juste au programme CouchDB. Et donc c'est cette ligne qui va regarder pour classifier notre log. Alors, je ne sais pas si elle va se lancer. Non. Je vous ai fait une petite vidéo en démo parce que bon, je préférais faire en vidéo que faire un essai et qu'au final il me banne l'IP. Donc là j'ai juste installé un CouchDB voilà, sur une machine virtuelle sur le public cloud d'Infomaniac. Et on peut voir que si un utilisateur essaye d'accéder à la base -user, tout simplement pour découvrir nos utilisateurs, il n'a pas accès puisqu'il n'est pas authentifié. Avant d'essayer de brute force, on va aller, on va se protéger. Donc là, comme vous le voyez, on peut faire de la ligne de commande avec CrowdSec pour voir nos configurations. Et là, je vais aller voir si mon parseur est bien configuré au niveau de CrowdSec. Donc je l'ai ajouté dans la configuration de CrowdSec. La même chose pour le scénario. Et là, on peut voir qu'ils sont avec le nom et on peut voir qu'ils sont bien activés et en local. Ensuite, le fichier est acquis. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va lui donner le chemin de notre log de notre application et lui dire de quel type c'est. Comme ça, le parseur va s'appliquer seulement sur ce log. Une fois qu'on a chargé notre parseur et notre scénario, tant qu'on est dans les logs, autant aller vérifier que tout est bien chargé. Donc là, on va aller voir les logs de CrowdSec et on va pouvoir voir qu'il va charger son fichier d'acquisition, qui va ajouter aux sources de données notre fichier de log et qu'ensuite, il va commencer à parser les logs. Donc là, ça va être en direct, il va parser les anciens, mais aussi, donc, dès qu'il y aura un nouveau log, le parseur, il va récupérer la ligne de log pour extraire les informations. On peut voir donc les alertes s'il y en a. Donc là, comme il n'y a pas eu encore d'attaque, il n'y a aucune alerte. Ensuite, donc là, le bouncer, donc là, c'est le plugin, le composant de bordure, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est le composant iptable, donc tout simplement pour interagir avec le firewall de Linux et pouvoir bannir les IP malveillantes. Vous pouvez, voilà, donc là, support décision, moi j'ai mis qu'on banne directement l'IP, mais comme je vous l'ai dit, on pourrait mettre du captcha que l'utilisateur résout pour se faire débannir. Alors maintenant, je vais aller surveiller donc les logs de CrowdSec. Comme ça, on va voir en temps réel quand il y a une attaque, comment ça se passe. Et on va voir justement le blocage en temps réel et le partage à la communauté. Donc là, c'est juste un petit script en bash qui va tester plusieurs utilisateurs et plusieurs mots de passe. Et comme on peut le voir, donc mon IP, elle est bien rentrée dans le scénario et dans l'info CouchDB. Elle a été bannie pour 4 heures. Ça, vous pouvez personnaliser aussi. Et ensuite, le signal, il a été push donc à CrowdSec, justement pour partager à la communauté et dire cette IP, elle est malveillante. Et donc, c'est comme on l'a vu en tout premier, on a d'abord le blocage et ensuite le partage à la communauté. Donc là, si l'attaquant ensuite, il veut réessayer toute tentative ou même d'accéder à notre service, il ne pourra pas. Là, je vous ai fait une petite prévisualisation de la console en ligne de CrowdSec. Donc, comme vous le voyez, on va connecter nos agents et on va voir tout simplement les attaques, sur quel scénario ils ont été détectés, la source, voilà, voir quelques infos sur l'IP. Et on peut voir du coup sur une notion de temps aussi, quand est-ce qu'il y a eu les attaques et combien. Et je sais que vous aimez bien la ligne de commande, du coup on peut toujours aller vérifier en ligne de commande sur notre machine s'il y a des alertes. Donc là, effectivement, oui. Et on a pratiquement les mêmes infos que sur la console en ligne. Donc les informations sur l'IP, de quelle région, etc. J'espère que ça vous a donné envie d'utiliser CrowdSec. Quelques utilisateurs en plus pour la communauté. Et donc sur le blog de CrowdSec, j'ai fait un article où justement j'explique la création de parseurs et scénarios, où je donne un peu plus de détails encore pour vraiment tout créer et voir comment ça se passe. Et il y a la configuration donc, de cette démo en vidéo qui est disponible sur GitHub. Si vous n'avez pas le temps de prendre les QR codes, ça sera disponible au stand de Pulse My IT.
Et enfin, bah, merci à vous tous pour votre écoute. Merci aux organisateurs du CyberD. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube ou LinkedIn si vous voulez échanger sur la cybersécurité. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, ça ira. Sur les slides 45, là, tu faisais l'attaque, en fait, c'était quoi les attaques en fait, il classifie par rapport à quoi, à Mitre, c'est ça? La classification Mitre, au fait, sur les logs? Pas du tout. En fait, là, si on regarde, une fois qu'il a extrait du coup avec le pattern les informations, il va pouvoir classifier. En fait, là, on va mettre encore une fois des étiquettes. Donc là, si c'est une erreur 401 au niveau d'HTTP, par exemple, on lui dit que c'est un brute force ou une énumération. Et du coup, une fois que c'est récupéré, et ben, le scénario, il va pouvoir, encore une fois, juste un filtre. Il va s'appliquer juste si l'étiquette, elle correspond à brute force enum coachdb. C'était le T11. Ah oui, et là, oui, du coup, oui, il se classifie justement sur Mitre. Et ça permet aux utilisateurs directement de voir quel type d'attaque et d'avoir plus d'informations. Et ça prend combien de temps pour faire un parser là, d'un type d'attaque, au fait? Ouais, j'allais dire la première fois, peut-être 1 ou 2 journées, le temps de comprendre bien le processus, etc. Mais après, je sais pas, je sais que celui-là, c'était mon deuxième parseur et scénario. Je l'avais fait en 4 heures à peu près. Merci. Merci à vous. Si ça fonctionne. Y a-t-il une autre question? Les gens du SOC de la Banque Postale? Oui, bonjour. Est-ce que la communauté partage également les informations à aller chercher dans les logs? Parce que ce qui nous coûte, grosso modo, c'est d'aller parser manuellement un log pour aller chercher la petite bête, entre guillemets, la petite bête noire. Est-ce que la communauté partage les bonnes pratiques sur les petites choses à aller chercher dans un log? Alors, déjà, il y a la documentation de CrowdSec en elle-même qui montre un peu quoi récupérer dans les logs et qu'est-ce qu'il faut. Par exemple, là, j'utilise pas vraiment. Là, je classe mes sauts par IP source de l'attaquant. Mais par exemple, quand j'ai échangé avec eux, ils m'ont dit mais c'est bien de récupérer le temps justement pour que CrowdSec puisse avoir une notion de temps et enlever le dernier log du saut. Et sinon, il y a pas mal de... Donc tout est libre d'accès. Tous les parseurs et scénarios que CrowdSec eux-mêmes ont fait, ils sont libres sur leur GitHub. Et donc on peut aller voir eux comment ils les construisent et qu'est-ce qu'ils récupèrent en fonction des programmes. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de, on va dire, de bonne pratique qui est affichée comme ça. C'est plus aller voir ce que la communauté a fait et puis s'appuyer de la documentation. Directement, la question, c'est comment aller chercher les signaux faibles quelque part. Le type d'attaque, enfin dans le log du coup. Une attaque qui serait infinitésimale, mais pour autant sérieuse, en fait. Voilà, c'est plus. Soit on peut prendre du coup un parseur ou un scénario qui est déjà connu dans CrowdSec, ou donc on l'installe depuis le hub. Et sinon, bah là, c'est plus, on va dire, à nous de connaître les logs de l'application pour savoir qu'est-ce que ça fait au final. Mais là, ce qui peut être, on va dire, très utile, c'est si on a une application qui a été développée dans l'entreprise, qu'on puisse loguer les actions et au final, on va pouvoir s'appuyer sur nos logs pour faire ces parseurs et scénarios. Mais sinon, non, c'est plus, faut connaître les logs qu'on va surveiller. Oui. Ah. Alors nous, on utilise Fail2Ban. Ouais. Mais ce que je voulais connaître, c'est si je me mets du côté attaquant, je crée des faux logs. Je crée un YAML qui parse les logs et j'envoie donc à CrowdSec
toutes ces IP que je vais blacklister. Quel est le moyen, mis à part qu'on a 70 000 personnes qui font partie de la communauté et on estime qu'ils sont corrects. Oui. D'accord. Comment je fais? Après, avant d'ajouter au hub, du coup, qui est public et de rendre ça public, il y a les équipes de CrowdSec qui vérifient justement le code et les logs. Et généralement, c'est déjà arrivé qu'ils ne connaissent pas forcément une application. Ils vont au moins aller voir l'application, les types de logs par défaut. Donc, et après, j'ai envie de dire, c'est un peu l'open source. Donc là, ça va être la bienveillance de la communauté. Mais de toute façon, avant que le code soit public sur CrowdSec, il y a leur équipe qui le valide. Donc au final, on peut reporter sur leur faute aussi, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres mains levées. Ouais. Tout en haut. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant l'aspect communautaire. En soi, le partage permet d'améliorer la sécurité de toute la solution. Il y a aussi une console web en mode SaaS, je crois. Oui. Est-ce que ces aspects-là ne posent pas des problèmes de sécurité ? D'exposer justement... En soi, on envoie nos données de vulnérabilité à l'éditeur, à leur solution SaaS. Est-ce qu'en soi, ça ne pourrait pas poser des problèmes de sécurité en soi, cet aspect-là ? Normalement, non. Et ils sont certifiés RGPD aussi. Donc là-dessus, au niveau de la législation, il y a quand même des choses qui sont faites. Et si on veut vraiment que profiter du moteur sans forcément partager à leur console, on peut justement, quand on installe CrowdSec, on peut paramétrer pour qu'ils ne partagent pas les signaux. Et donc là, au final, si c'est vraiment une entité, je sais pas, par exemple le gouvernement ou quelque chose comme ça qui ne veut pas partager ses failles, il peut très bien utiliser le moteur sans partager à la communauté ses attaques. Ok, merci. De rien. Je crois qu'il n'y a pas de relevé, non ? Écoutez, un grand merci à Kylian. Merci.